J'aimerais vous faire réfléchir aujourd'hui sur le concept de neutralité du net. Alors, avant de parler un peu de la neutralité et ce qu'elle représente, on va quand même essayer de revenir un petit peu aux origines de l'Internet pour comprendre d'où ça vient et surtout de se rendre compte que c'est quand même assez fabuleux. Au départ, vous avez 23 ordinateurs qui sont connectés entre eux dans le réseau ARPANET avec le premier envoi de mail. Le réseau ARPANET, c'est un réseau qui est un réseau militaire, donc on n'est absolument pas sur du grand public. Au fur et à mesure des années, ça va finir par se démocratiser, donc vous allez avoir de plus en plus d'ordinateurs qui vont finir par se connecter. En 1983, vous allez donc avoir le mot Internet qui apparaît. En 89, Tim Berners-Lee, qu'on considère comme le père de l'Internet moderne, lui, il va juger qu'en fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse récupérer l'information comme il a envie de la récupérer. Et donc, il va dire que pour le faire, il faut que l'Internet soit considéré comme un bien commun. Tim Wu, il va inventer en 2003 le concept de neutralité du net. Je vais y revenir un petit peu dans les détails. Et ensuite, cette neutralité du net, il faut savoir qu'elle est vraiment importante, notamment en Europe, plus qu'aux États-Unis. En 2015, on a mis une loi pour la protéger. Alors, la neutralité du net, concrètement, ça correspond à quoi? Pas de restriction, ce qui est logique, c'est-à-dire que je peux aller regarder la page que je veux sans avoir de problème. Sans surveillance, parce que je peux toujours, à partir du moment où la page est légale, je peux aller faire ce que je veux, hein. Toujours bien sûr dans le droit des États, même si parfois le droit des États c'est la dictature, sans modification, puisque ça veut dire aussi que si je vais regarder une page internet, eh ben je vais regarder la page internet telle qu'elle doit être proposée et sans avoir eu de contraintes. Bien évidemment, la neutralité du net, on voit qu'on a une opposition par exemple avec la censure chinoise, sur laquelle eh bien, vous ne pouvez pas accéder à toutes les pages sur lesquelles vous êtes surveillé. Donc en fait, la neutralité du net, elle est quand même en lien fort avec la démocratie, même si cette neutralité du net n'autorise pas tout, c'est-à-dire qu'en France par exemple, de nombreux sites de téléchargement pirates ont été fermés par décision de justice. De la même manière, si à un moment donné vous allez regarder des sites terroristes ou des sites qui sont dangereux pour la nation, on va dire, il se pourrait que vous tombiez sous le coup de la surveillance. Donc après derrière, tout dépend après pour certains la définition qu'on pourrait trouver fine entre ce qu'on appelle une démocratie et une dictature. Mais c'est pas mon propos et c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le dernier point, c'est-à-dire c'est sans modification et sans ralentir. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans cette conception de neutralité du net, c'est que on a eu donc un développement qui a été anarchique, qui est parti quand même d'un réseau militaire, et dans lequel aujourd'hui tout est entretenu par des sociétés qui sont privées et qui sont pas forcément d'accord les unes avec les autres, et qui pour certains la neutralité du net ça leur fait un joli bouclier, et pour d'autres eh ben, ça leur fait des dépenses supplémentaires, et ça les arrangerait bien d'avoir cette disparition de la neutralité du net. Imaginez donc que l'Internet, c'est une autoroute. Et en fait, à l'heure actuelle, elle serait quasiment utilisée uniquement par des géants comme Google avec YouTube, comme Netflix ou encore comme Amazon ou comme des gens aussi comme les distributeurs de jeux vidéo. En gros, si vous voulez, la bande passante, elle est très fortement consommée par la vidéo actuellement parce que la vidéo 4K, et ben forcément, ça prend de la place. Donc le problème, c'est que Netflix, lui par exemple, se contente de distribuer à travers l'Internet, mais il n'est pas propriétaire donc du réseau. Moi, si je suis un abonné qui suis chez SFR ou chez Orange, pour avoir ma vidéo Netflix qui va arriver jusqu'à chez moi, c'est donc SFR, Orange, Bouygues qui va financer le fait que j'arrive. Et forcément, plus le débit va devenir important, plus il va falloir que le tuyau soit important. Et donc, c'est une des plaintes principales des fournisseurs d'accès Internet. Ils disent, écoutez, nous on entretient le réseau, eux finalement ne participent pas, et on se contente de payer pour ces gens-là. Et les autres, ils vont dire, oui, mais nous, on est content, parce que la neutralité du net nous protège, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de nous ralentir. Et donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a des acteurs privés qui vont collaborer les uns avec les autres, avec des tensions qui vont se créer nécessairement, puisqu'il y en a qui vont être plus gourmands que d'autres en termes de bande passante, avec toujours bien sûr le risque du fournisseur d'accès Internet, c'est que s'il le fait reporter sur le consommateur, il viole la neutralité du net, c'est-à-dire qu'il ne peut pas proposer un Internet à plusieurs vitesses, il est forcé de proposer un Internet à la même vitesse quel que soit le contenu qui est regardé.
Alors, dire que les géants d'Internet ne participent pas, c'est un peu faux parce que on prend par exemple le cas de Google ou même de Meta, ils vont financer par exemple des câbles sous-marins pour renforcer le réseau Internet à travers le monde. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant, c'est que finalement tout n'est qu'une question d'argent, mais on réussit quand même à conserver cette neutralité pour que vous puissiez consulter par exemple la page de Rester Curieux, mais aussi Wikipédia. Et c'est aussi ici que cette notion de neutralité du net, elle est totalement fondamentale. C'est que oui, effectivement, les gens vont vouloir consommer du Netflix, mais ça veut dire aussi que cette protection pour Netflix va protéger des sites qui sont d'un intérêt culturel pour tout le monde. Si on se retrouvait avec une neutralité du net qui était cassée, ça voudrait dire qu'en fait les acteurs privés, puisque finalement tout ça n'est décidé que par des acteurs privés, puisque ce sont eux qui financent les infrastructures, pourraient du jour au lendemain se lancer la guerre et décider de couper tel site internet ou de ralentir tel site internet. Ça a été déjà le cas d'ailleurs historiquement. En 2012, Xavier Niel a trouvé que Google ne participait pas financièrement assez et il prend donc la décision de ralentir YouTube pour marquer son mécontentement. Il l'a retiré, on suppose qu'il y a eu dû quand même avoir quelque part des accords de gros sous dans les infrastructures, mais c'est quelque chose qui s'est produit. Et ça s'est produit encore une autre fois, ce qui a réouvert la boîte de Pandore de la suppression de la neutralité du net, ça a été pendant la période du Covid. En fait, vous vous retrouvez avec énormément de gens qui sont à la maison, des gens qui ont besoin de travailler, et de l'autre côté, vous avez une explosion de la consommation des vidéos parce que vous avez des gens qui s'ennuient, quoi. Et à partir de ce moment-là, on a demandé donc de diminuer la qualité des vidéos et de dégrader, de ralentir les téléchargements de jeux vidéo, de façon à ce qu'un internet qui soit considéré comme plus utile, notamment pour des gens qui travaillent, ou si vous avez besoin de faire passer des imageries médicales, ou pour tout autre projet qui est en lien avec, eh bien, on va dire, la santé des gens ou la survie de l'humanité dans les communications, on a jugé finalement qu'un internet était quand même plus utile que l'autre. Alors effectivement, pas mal se sont emparés de cette histoire en disant oui mais vous avez vu que, mais en fait ça n'arrange personne parce que ce serait le Far West le plus complet. Imaginez aujourd'hui, vous avez des groupes de presse qui sont propriétaires parfois de certains fournisseurs d'accès, je pense notamment à SFR, et imaginez de l'autre côté, vous avez une société comme Bouygues qui va donc avoir une entreprise qui pourrait être potentiellement critiquée. TF1 par exemple, qui est la propriété de Bouygues, elle va pas vous faire un scandale politique sur la famille Martin Bouygues. Par contre, imaginez qu'un concurrent donc fasse un article de presse sur internet qui n'irait pas dans le sens de Bouygues, eh bien on pourrait imaginer que tous les accès Bouygues, tous les propriétaires de fournisseurs d'accès internet à Bouygues se retrouvent coupés de ces pages et donc ils ne puissent plus les consulter. Donc en vrai, la neutralité du net, finalement, en donnant l'autorisation à tout le monde, permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, même si effectivement les acteurs financiers vont dire que c'est déloyal pour certains. Pour nous, simples citoyens de base, c'est aussi dans une démocratie une protection pour nous qui nous permet donc de consulter un peu ce qu'on veut sur Internet, y compris des sites qui sont d'une utilité publique. Donc cette conception qui avait été posée à la base de créer un internet qui ressemblerait donc à un bien commun, il est fondamental. Et il faut se dire que même si on pourrait se dire oui moi je suis pas utilisateur de Netflix, je regarde pas de la vidéo en 4K, donc finalement je paye pour les autres, eh bien il vaut peut-être mieux payer pour les autres que de se retrouver à payer un forfait qui serait peut-être diminué, mais qui ouvrirait donc cette fameuse boîte de Pandore dans laquelle on se retrouverait avec un internet qui serait totalement régulé.